Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis accompagné de Vanny. Salut. Donc voilà, vous avez vu les autres vidéos, donc celle-là c'est la dernière de la série. Et si vous n'avez pas encore vu les autres vidéos, allez les chercher. Oui, parce qu'on a fait des tops donc, sur les 6 premiers mois sur plein de thématiques. Et donc ça c'est la dernière thématique puisqu'il s'agit de mon top un peu personnel. Et puis du coup c'est un peu les plus gros jeux on va dire, à une exception et demie, on va dire. C'est vrai qu'on a retrouvé aussi des gros jeux quand même dans les mécaniques originales, dans les jeux originaux. Je pense qu'Ultimate Railroads, s'il n'avait pas été aussi original, serait tombé dans mon top 5, là maintenant, dans mes coups de cœur. Voilà. Mais je l'ai trouvé tellement original justement dans sa mécanique qu'on ne retrouve pas beaucoup, qu'il n'était pas là. Et là, on va vraiment retrouver des jeux qui sont moins originaux au niveau de la mécanique, mais qui m'ont vraiment bluffé et qui sont sortis donc depuis ce début d'année 2022. En Suisse. En Suisse, bien sûr. Parce qu'on a toujours un petit retard, donc peut-être qu'il y a des choses qui sont sorties fin d'année passée, mais si, peut-être qu'il y en a un qui est sorti fin d'année passée en France, mais je suis même pas sûr. Du coup, c'est parti avec le numéro 5. Du coup, en numéro 5, on a Whistle Mountain. Celui-ci, j'ai hésité à le mettre dans le top des jeux originaux, parce qu'il y a certaines mécaniques que je trouve originales, mais c'est vrai que les autres du top des jeux originaux l'étaient encore plus. Du coup, pour lui faire honneur, je l'ai quand même mis dans mon top 5 personnel, parce que il m'a bluffé ce jeu. C'est moche, c'est très moche, mais la mécanique, j'ai trouvé extrêmement bonne. Bon, très moche, ça va encore, il y a pire. Il y a pire, mais voilà, c'est le plateau qui est en puzzle, je trouve. Alors déjà, il faut un quart d'heure pour réussir à mettre en place les 4 pièces. Vous pouvez aller voir le live où il a essayé de... Non, c'était où les jeux de la semaine, je sais plus. Les jeux de la semaine. Les jeux de la semaine où il a essayé de faire le puzzle. 4 pièces, j'arrivais pas. Donc Whistle Mountain, c'est un jeu de Scott Caputo et Luc Laurie. Dans Whistle Mountain, le but va être de construire des échafaudages sur la paroi d'une montagne et puis d'y mettre des usines. Tout ce que l'on construit est disponible à tout le monde. Et c'est ça que je trouve hyper cool. Dans Whistle Mountain, on va en plus avoir de l'eau qui monte, parce que plus on construit haut, plus en fait on va réchauffer l'atmosphère et donc faire fondre la neige de la montagne, et donc il y aura un niveau d'eau qui va monter. Quand le niveau d'eau monte, non seulement on n'aura plus accès aux usines recouvertes, mais en plus de ça, si on a des ouvriers qui sont sur ces endroits, ils se noient. Chaque ouvrier en fin de partie qui est dans le tourbillon nous fait perdre 5 points de victoire. On peut les sauver au fur et à mesure de la partie, mais c'est pas si évident, ça coûte quand même pas mal. À son tour de jeu, on va faire une action parmi 2 actions disponibles, donc c'est vraiment très très simple. Soit on place un aérostat, il y a 3 aérostats disponibles de différentes tailles, soit on va récupérer tous nos aérostats et on va pouvoir faire des constructions. Lorsque l'on pose un aérostat, soit on le pose sur le plateau, autour d'un échafaudage, ou alors sur une usine pour activer l'usine ainsi que récolter les ressources sur tous les échafaudages alentours. Soit on peut poser sur un emplacement au bord du plateau pour faire une action précise du bord du plateau. Lorsque l'on récupère nos aérostats, on va tous les récupérer, qu'ils soient autour du plateau ou sur le plateau, et on va pouvoir faire des constructions donc d'échafaudage ou alors d'usine. Sauf qu'il faudra les récupérer au préalable grâce à une des actions du bord du plateau. Et c'est ça toute la complexité, c'est qu'il y a une question de timing qui est fondamentale, parce qu'une fois qu'on pose un aérostat, avant de faire l'action récupérer, on ne peut pas récupérer. Ce qui veut dire que quand on récupère, on va essayer d'avoir au préalable récupéré déjà aussi des échafaudages ou des usines. Sauf que parfois, on a mal programmé les choses, ou alors il y a des emplacements qui nous ont été pris, et donc on ne peut pas faire ce que l'on veut. C'est ce que j'adore avec ce jeu, c'est l'interaction qu'il y a constamment. Alors déjà, il faut bien programmer à l'avance, comme tu as dit. Ça oblige vraiment à réfléchir énormément en amont. Et après, comme tous les jeux de programmation, il y a quelqu'un qui vient te mettre les petits bâtons, les roues, bloquer un petit peu ton jeu. Oui. Donc c'est vraiment de la pose d'ouvrier. Alors programmation oui et non, parce qu'on ne prévoit pas en avance, puis c'est pas figé dans le marbre, dans le sens où sur le moment on choisit son action. C'était plutôt réfléchir bien en avance ce qu'on essaye de faire, ou ce qu'on aimerait bien faire. Et c'est essentiel dans ce jeu. Tu peux pas en fait être un peu à la one again en se disant sur le moment je vais voir ce que je vais faire. Non, il faut vraiment prévoir tout en avance. Et prévoir 2 ou 3 éventuellement choses différentes au cas où, en plan B, en plan C. Et beaucoup regarder ce que font les autres. Pour vraiment être... Il y a un côté course aussi avec les ouvriers. Il faut vraiment être sans arrêt à l'affût de ce que les autres sont en train de faire pour essayer de les devancer.
Et là aussi, il y a une question de timing extrêmement important parce qu'on va essayer de regarder aussi à quel moment les autres vont récupérer leurs aérostats, parce qu'on peut les récupérer même si on les a pas tous posés. C'est extrêmement intéressant, je trouve, comme jeu à ce niveau-là. Il y a aussi, comme je disais, une course à l'ouvrier, parce que les ouvriers, on va devoir les poser sur des échafaudages pour pouvoir en fait poser des usines. On peut poser des usines sur les échafaudages même s'il n'y a pas d'ouvriers, sauf que s'il y a des ouvriers, ils vont être promus. Et il va y avoir une jauge, plus on construit une usine haute, plus l'ouvrier sera promu haut dans l'échelle. Sauf que la première personne qui promeut un ouvrier sur une partie de l'échelle gagne des bonus supplémentaires. Et bien évidemment, on va essayer de placer aussi ces ouvriers à des endroits où on sait que les autres vont construire des usines pour que nos ouvriers soient promus. C'est super cool. Donc voilà, c'était pour Whistle Mountain. Je vous le conseille fortement, même si visuellement il n'est pas forcément attractif. Il fonctionne très bien à 2, il fonctionne très bien à plus. Ça se joue donc de 2 à 4 pour environ 90 minutes. Je pense qu'à 4, on peut taper sur les 2 heures, surtout les premières parties, parce qu'il y a beaucoup à réfléchir. Et il est conseillé à partir de 14 ans. C'est édité chez la boîte de jeux en français. Donc voilà, oui, dernière petite chose. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le côté combo. On peut faire des combos dans Whistle Mountain parce qu'il y aura des engrenages qu'on va pouvoir prendre. Ce sont en fait des améliorations. Et ces améliorations nous permettront d'avoir des actions bonus, des choses bonus constamment. Et c'est hyper satisfaisant. Donc, voilà. Ça, c'est un petit peu le point faible pour moi. Moi, les combos, j'ai toujours beaucoup de mal. Donc voilà, foncez dessus si vous avez l'occasion et que si le visuel ne vous rebute pas trop. Parce que c'est une petite pépite quand même. Du coup, on passe au numéro 4. Golem, donc j'ai fait 2 parties, t'as fait 2 parties. Ouais. J'ai fait une partie à 2 et puis nous on avait fait ensemble une partie à 4. Toi tu as refait une partie à 4. Ah oui, il y a 4 ans. Donc t'avais 2 parties à 4. À 2, j'ai trouvé exceptionnel. À 4, j'ai trouvé vraiment très bien. Un chouïa longuet peut-être, surtout selon qui t'as autour de la table. Oui. Donc c'est vraiment un jeu qui fonctionne très bien à toutes les configurations. Il y a aussi un mode solo qui paraît être très sympa, mais avec un automat assez lourd. Donc ça fonctionne bien à toutes les configurations. C'est juste qu'il y a plus que 2, voire 3. Il faut vraiment s'attendre à des tours de jeu assez longs. Golem, donc, ça se joue de 1 à 4. Ils mettent à partir de 13 ans. Oui, 13, 14, je pense à un strict minimum. Et encore, parce que c'est costaud. Et ils mettent 120 minutes. Première partie à 2, avec pas mal de retours dans les règles. Je pense qu'on avait mis 1h30, 2 heures. Et puis quand on avait fait à 4, avec 2 nouveaux... Enfin, toi aussi, tu étais nouveau joueur, du coup. Ouais. Avec 3 nouveaux joueurs, on a fait, je pense, facilement 3h30. Ouais, la dernière partie que j'ai faite aussi, c'était... long. 4 heures. Ouais, je pense. Bon, après, il y a eu des petits moments de pause. Mais... Oui. Golem, qu'est-ce que c'est ? On est à Prague, il y a longtemps, dans le quartier juif. On incarne des savants juifs, et puis on va recréer des golems. On va avoir également des étudiants, et ces étudiants vont nous aider en fait à recréer ces golems et à les contrôler. Les golems sont là pour venir en aide à la population, et le problème c'est que s'ils sont trop loin de leurs étudiants, on va perdre le contrôle et on va devoir payer soit de la connaissance, soit même des points de victoire. Et ça, c'est toute la notion vraiment clé du jeu, c'est ce côté courir après son golem constamment. Et c'est vraiment chaud. Heureusement, les golems, on va pouvoir les révoquer pour pouvoir gagner des bonus et puis surtout diminuer un peu la force du golem. Notre force de golem. C'est un jeu de développement et de gestion de ressources dans lequel on va avoir une belle synagogue en 3 dimensions. On va lancer des billes dedans et chaque bille va atterrir dans un emplacement. Chaque emplacement correspond à une action. Quand on prend une bille d'un emplacement, on va faire l'action correspondant à cet emplacement. On va pouvoir avancer l'étudiant dans le quartier de la couleur de la bille que l'on a prise. Parce qu'on a 3 quartiers différents, on a dit. Donc il y a le rouge, le jaune et le bleu. Et on fait l'action. Et l'action sera d'une puissance correspondant au nombre de billes qu'il y avait dans l'emplacement avant que l'on en récupère une, puisqu'il peut y avoir bien évidemment plusieurs billes par emplacement. Une fois qu'on a fait l'action, c'est à la personne suivante de jouer. On a une deuxième action qui est disponible. On va pouvoir poser notre rabbin sur une action de rabbin. Donc il y a un côté pose d'ouvrier assez légère. Un côté aussi course parce que les emplacements sont limité, dans le sens où dès qu'un emplacement est pris, on ne peut pas y retourner. Et les emplacements rabbins sont vraiment extrêmement importants. Et ils changent à chaque manche. Donc s'il y a quelque chose d'intéressant à ce moment-là, à cette manche, il va falloir absolument y aller maintenant, parce que sinon ce sera
plus forcément disponibles. Les golems vont avancer, eux, d'une autre manière. C'est que plus on va poser de golems, plus on va créer de golems, plus on aura une force de golem qui augmente. Et donc, on aura plus de déplacement de golems. Ils vont augmenter leur vitesse. En début de manche, on va devoir déplacer également les golems. Donc souvent, on en déplacera beaucoup plus vite que nos étudiants parce que les étudiants sont difficiles à déplacer. Comme je disais avant, il faut prendre une bille d'une certaine couleur pour déplacer un étudiant dans le quartier correspondant. Sauf que on prend 2 billes par manche et les golems peuvent avancer jusqu'à vraiment beaucoup par manche. Si on est au max en force golem, on peut se déplacer jusqu'à 10. Voilà. Répartis entre tous nos golems, bien sûr. Ce qui est très intéressant, c'est le côté développement. C'est qu'en fait, les actions vont nous permettre de développer notre plateau personnel qui est réparti en 3 catégories. On aura notre librairie, notre bibliothèque, on aura notre développement de golems et on aura notre développement d'artefacts. Quand on va développer nos golems, on va pouvoir retourner des tuiles sur notre golem et ça va nous donner des bonus lorsqu'on utilise nos golems. La bibliothèque, on va pouvoir récolter des livres pour mettre dans nos bibliothèques. Et plus on développe notre connaissance, je sais plus. Oui. Je sais plus, c'est possible que ce soit ça comme il l'appelle. Plus on va développer en fait cette jauge, plus on va pouvoir avoir de livres sur un même emplacement. Les livres vont nous permettre de gagner des bonus. Quand on pose un livre, on gagne les bonus du livre immédiatement. On le met sous notre plateau et ensuite on gagne de bas en haut tous les bonus de l'emplacement du livre, y compris le livre qu'on vient de poser, parce que chaque livre a toujours un bonus immédiat et un bonus sur le long terme. Donc c'est de la combinaison à foison sur le côté livre. Et les artefacts, on va devoir d'abord les forger. Pour les forger, il nous faut de l'or. C'est ça, des lingots d'or. On a 4 artefacts et chaque artefact demande toujours un lingot de plus que le précédent. Lorsqu'on forge un artefact, on gagne les bonus en ressources de l'artefact forgé, mais on peut également les améliorer. Donc on va pouvoir améliorer en posant des tuiles sur ces emplacements-là pour gagner d'autant plus de ressources. À chaque début de manche, on va gagner les ressources des emplacements des artefacts qu'on a créés. Voilà, exactement. On va pouvoir aussi un peu automatiser ces artefacts puisqu'on va pouvoir poser des tuiles qui nous permettent d'activer les artefacts à chaque fois qu'on fait l'action mentionnée par la tuile. J'ai l'impression que je dis tellement de choses, c'est tellement riche comme jeu. Donc voilà. Du coup, le 13 ans, moi, je passerai déjà à 15-16. Non pas pour la thématique, parce que la thématique à 13 ans, ça irait très bien, mais vraiment pour la mécanique. Alors, au niveau réflexion, après 3 heures de jeu, c'est très satisfaisant. Mais tu arrives à la fin et le cerveau explose. Mais d'ailleurs, c'est quelque chose de très courant chez ces auteurs. Donc, on a Virginio Gigli, je sais pas comment tu pourrais... Vu que c'est des... Allez, prononce-les. Allora, Virginio Gigli, Flaminia Brasini et Simone Luciani. Voilà. C'est assez courant dans leur jeu, donc ils ont fait notamment Barrage, qui est aussi costaud, qu'on attend toujours de pouvoir jouer. Oui, il est là. Ouais, il trône là-bas en haut. C'est pas entièrement les mêmes auteurs, mais ils ont fait aussi d'autres gros jeux. Il n'y a que Simone Luciani, si je ne me trompe pas, de ce trio. Ah, c'est vrai ? Ouais. C'est chez Crano Création, en français chez Intrafin. Ils ont l'habitude vraiment des gros jeux. Donc si vous aimez vous casser la nénette, Golem, c'est fait pour vous. Et ça donne envie d'y rejouer. Non, moi j'ai besoin d'une petite pause. Donc voilà pour le numéro 4. Par contre, elle est moche là, la boîte. Hein. quand elle était là, tu voyais ce crâne en plein milieu. C'est vrai que le matos, c'est pas incroyable. C'est thématiquement tête dedans, c'est un peu glauque, un peu sombre, un peu rude. Mais c'est vrai que à voir comme ça peut être attirant si on sait à quoi s'attendre. Mais c'est vrai que pour le public lambda, je pense que ça parle zéro, quoi. J'avoue que les 3 premiers jeux, c'est des jeux qui sont moches. Hein. C'est vrai. Puisque le numéro 3, il n'est pas beau non plus. Du coup, en numéro 3... Millefiori. Merci. Et Millefiori. Donc je me sens utile aujourd'hui pour la prononciation des noms. C'est ça. C'est un jeu de Rainer Knizia édité chez Schmitt. Ça se joue de 2 à 4 pour environ 1 heure de partie, comme ils le mettent, à 1 heure, à 1 heure et demie. Je les trouve très optimistes parce que c'est super rapide. Et 10 ans et plus. Ça, je pense, c'est assez correct. Après, à mon avis, les premières parties, surtout si t'es pas un grand joueur, 1 heure, 1 heure et demie, ça peut aller. Ouais, bien sûr. Après, du moment qu'on connaît la mécanique du jeu, oui. 45 minutes. Oui. Il y a des fois... La dernière partie, elle était hyper rapide, par exemple. Ça nous avait étonné même. Et pourtant, on avait joué avec des nouveaux joueurs. Ouais. Mais ils avaient l'habitude du jeu, du jeu de société en général.
Du coup, Millefiori, c'est pas beau, mais c'est très très bien aussi. Donc c'est pour ça qu'ils sont en numéro 3. Mais par contre, une fois qu'on a posé le jeu, et puis qu'on pose un peu toutes nos tuiles, toutes nos pièces, c'est quand même super joli. Ouais. C'est un jeu de draft dans lequel on va essayer de poser nos jetons de nos propres couleurs dans différents quartiers pour gagner les bonus de ces quartiers, les faveurs des habitants, habitantes, ainsi que créer ce fameux verre Millefiori et l'exporter. On est à Venise. Ah oui. À Murano. C'est ça. Dans l'île des verreries. Ouais, des souffleurs de verre. Des souffleurs de verre. Et on va créer du coup le Millefiori. Voilà. Ah. du verre Millefiori et qu'on va essayer d'exporter. À part ça, alors j'aime pas trop ces trucs en verre. Quand tu regardes le Millefiori, il est pas très beau. C'est d'un kitsch. Ah oui. C'est fou. Alors, je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui adore ça. Et... voilà. Donc du coup, on va essayer de se placer avec nos jetons sur différents quartiers. Donc soit les quartiers de création de ce verre magnifique, soit dans le quartier des habitations, soit dans les quartiers de la population, ou alors même dans le quartier du port, afin d'ensuite poser... Exporter nos créations. Voilà, grâce au bateau. C'est tout simple, en fait, on a des cartes en main. On en choisit une, chaque personne en choisit une, on la pose face cachée sur la table, et dès que tout le monde a choisi, chacun notre tour, on révèle notre carte et on fait l'action de la carte. Chaque carte correspond à une couleur, et donc une couleur égale un quartier. On pose donc un jeton sur le quartier correspondant, parfois on va nous demander des choses un peu plus spécifiques, et on gagne immédiatement les points du quartier. C'est un jeu à points, une salade de points. Ouais, exactement. On finit facilement à 200, 300 points. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a des personnes qui vont gagner des points tout de suite. Ouais. Donc tout d'un coup, ils vont partir, ils vont déjà dépasser 50, 60. Les autres qui restent encore sous les 10, 20. Mais tout d'un coup, il peut y avoir de retournements de situation, on se dépasse constamment. Ouais. Donc jusqu'au dernier tour, on ne sait pas qui va gagner. Oui, c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce jeu. Et puis, c'est vraiment... On peut pas trop prévoir les choses en avance. On sait ce qu'on aimerait faire, mais vu que le tirage de cartes est quand même assez aléatoire, on va pas toujours pouvoir faire ce qu'on veut. Par contre, on a quand même un contrôle sur ce qu'on donne aux autres, puisqu'on a du draft. Par contre, quand tu as plusieurs cartes qui sont intéressantes, c'est difficile. C'est très difficile. Et puis, ce qui est aussi assez intéressant, c'est le côté combo. Et là, étonnamment... Toi, tu y arrives bien. Moi, j'y arrive très bien. Je crois que c'est un des seuls jeux où j'arrive à faire des combos. Parce qu'en fait, dans chaque quartier, il y a des manières de comboter différentes, comme il y a des manières de scorer différentes, il y a des manières de comboter. On va comboter, par exemple, dans le tout premier quartier, dès qu'on entoure le symbole de combotage. Lorsqu'on combote, on va prendre une carte face visible, puisqu'il y a plein de cartes, il y a une foison de cartes face visible, on en prend une et on la joue immédiatement, ce qui nous permet de reposer encore une de nos tuiles. On peut recomboter éventuellement derrière, c'est hyper satisfaisant. Ça par contre, c'est peut-être le petit bémol à 2, c'est qu'on se retrouve avec énormément de cartes à côté. Oui. Et, sauf erreur, ils ont un petit peu corrigé la règle, ils ont mis une règle supplémentaire. Une règle alternative. Une règle alternative qui limite ce nombre de cartes, parce que c'est vrai que il me semble qu'à chaque fois, il y en a 6 qui arrivent, ou 5 ou 6. Non, en fait, on débute avec 9 cartes. Ouais. Et puis, à chaque tour, à chaque manche, on rajoute 2 cartes. Puisqu'en fait, dans la main, on va avoir 5 cartes. On va en jouer 4 sur les 5. Là. Donc, il y a la 5e qui va être posée face visible. Et en début de manche, on rajoute une carte par personne qui joue. Comme on est 2, les cartes, parmi les cartes visibles, il y en a peu qui seront piochées. Quand on est 4, il y a plus de cartes qui viennent, mais il y a plus de cartes qui seront piochées. Le bon équilibre, je pense qu'au niveau des cartes visibles, c'est à 3. Le jeu, par contre, prend vraiment tout son sens à 4. 3, c'est déjà très très bien. Ouais. À 4, c'est excellent. À 2... À 2, c'est bien, mais le fait qu'on ne va pas bloquer certains quartiers fait que tout le monde a sa place. Donc on ne se marche pas sur les pieds, on ne risque pas trop de s'embêter. C'est ça. Donc, il y a aussi une alternative de jeu qu'on trouve sur internet où ils mettent des emplacements. Il y a des emplacements en fait qui sont déjà remplis quand on joue à 2, ce qui permet de limiter en fait les possibilités de placement, ce qui peut être pas mal. On n'a pas testé ça à 2, mais c'est une alternative qu'on retrouve sur internet assez facilement, sur BGG notamment, ce qui permet peut-être de rendre le jeu à 2 plus intéressant. Mais c'est vrai que c'est à 3 qu'on l'a découvert, qu'on a adoré, c'était notre coup de cœur de Cannes. Ouais. Et on l'a rejoué à 4, et à 4, c'est... Pour la petite histoire, on l'a découvert à la fin, c'était les derniers jours. Donc on est vite allé chez Schmitt pour pouvoir en acheter une copie. Il n'y en avait plus, ils avaient tout vendu. Et on a retrouvé un stand
Pixie Games. Pixie Games. Puisque Pixie Games distribue Schmitt en France. Voilà, sur tout le Cannes, avec le dernier jeu. Donc je vais pour l'acheter et la famille juste devant moi l'achète. Donc voilà. Et juste pour continuer la petite histoire, on a rencontré plusieurs fois la petite famille pendant la journée et à chaque fois, ils me faisaient la remarque qu'ils avaient acheté le dernier Mille Fiori. Ça s'appelle remuer le couteau dans la plaie. Voilà. Heureusement, il n'était pas en rupture pendant bien longtemps. On a pu l'avoir facilement en magasin. J'avoue que c'est un jeu, je serais passé complètement à côté à cause de la boîte. Parce que je trouve ça même mochissime. Ça parle pas du tout de la thématique. En fait, ça parle presque plus du matériel de jeu que vraiment ce qu'on y fait. Mais une fois qu'on s'est posé, parce qu'on avait entendu plein de gens parler de Mille Fiori pendant Cannes, puis on s'est dit, on va quand même aller chez Schmitt. Ouais. C'était un matin, on s'est dit, il faut absolument qu'on aille tester Mille Fiori avant tout le monde. Donc à chaque fois, c'était tout plein. Ouais, donc on s'est posé, on a fait une partie, je pense qu'on a fait 1 heure la partie. Et puis on est sorti de là, on était là, waouh. Donc Mille Fiori, c'est 3e de ce top. On arrive gentiment à la fin. D'abord, il y a le numéro 2. Gentiment à la fin, on est 2 sur 5. Hein. Ouais, bon. Numéro 2. Du coup, en numéro 2, on a Fjords. Magnifique jeu. Ouais. Déjà, la boîte, elle donne envie. Hein. Oui. C'est un jeu que tu avais backé sur KS. Oui. Et qu'on a reçu, je pense, il y a presque 6 mois maintenant. C'est vraiment en tout début d'année qu'on l'a reçu avant qu'on déménage. On l'a testé, ça a été un coup de cœur immédiat par sa simplicité, son efficacité. Ensuite, j'ai eu on a vu à Cannes justement qu'il allait être édité en français et distribué en français par Matago. Je me suis dit, c'est bon, il faut que je le commande pour la boutique parce que ça a été une révélation. C'est en fait un vieux jeu de 2005 qui a été réédité tout récemment via KS notamment pour le remettre un peu au goût du jour et avec un visuel des plus aguicheurs, on va dire quand même, parce que en tant que bon gamer, ça donne envie. Hein. C'est vraiment un jeu tout simple. Ça se joue de 2 à 4, du parti d'environ 30 minutes, à partir de 8 ans. Et je pense que 8 ans, mécaniquement, ça fonctionne. Stratégiquement, c'est un grand petit peu complexe. Voilà, à moins que l'enfant ait vraiment l'habitude de ce style de jeu. Ouais. On est sur un jeu de pose de tuiles. À son tour de jeu, on choisit une des 4 tuiles disponibles et on la pose de telle sorte à ce qu'on agrandisse le terrain et on pose toujours aussi de sorte à ce que les dessins soient toujours logiques. C'est un Carcassonne plus intéressant. Et beaucoup plus simple en fait. Beaucoup plus simple. Sur la tuile que l'on vient de poser, on peut également poser une maison. Ça va être en fait nos villages vikings. Ça va servir à la 2e phase du jeu, puisque une fois qu'on a fini de poser les tuiles, on va passer à la 2e phase qui est la phase de conquête. À notre tour de jeu, on pose un viking adjacent soit à un de nos villages, soit adjacent à un viking de notre propre couleur. Le but étant de prendre le contrôle d'un maximum de territoire. Sauf qu'il va y avoir des glaciers et il va y avoir de l'eau. On peut prendre le contrôle uniquement de plaines. Sauf que les glaciers et l'eau vont souvent cloisonner ces plaines. Et donc, le placement des villages est extrêmement important puisqu'on va prévoir en avance comment on va développer, prendre le contrôle du territoire et comment on va essayer de bloquer les autres. Exactement. C'est ça qui est le plus intéressant, c'est réfléchir à la place de l'autre, comment je peux me positionner pour te bloquer, pour éviter que tu vas trop développer dans une certaine zone. C'est tout l'intérêt de ces jeux. Exactement. Et voilà, là, j'ai concrètement expliqué quasiment toutes les règles. C'est vraiment très, très, très simple. Oui. Mais alors, avec une profondeur qui est impressionnante. Ça, c'est vraiment la base, puisque dans le jeu, il propose des modules supplémentaires, des runes. Ces runes vont permettre d'avoir des mini-extensions, en fait, des mini-modules pour complexifier le jeu. La toute première rune, notamment, est vraiment très, très simple. La deuxième rune va centraliser un peu la stratégie au bord de l'eau, ce qui fait qu'on va avoir un changement de dynamique. Les runes suivantes vont complexifier encore le jeu. On peut en mettre une seule de runes, on peut en mettre plusieurs. En fait, ça devient extrêmement stratégique, tout en restant très accessible. Ouais. C'est un jeu qui est évolutif sur le long terme. Je trouve que c'est vraiment, vraiment excellent. C'est pour, j'ai envie de dire, tout le monde. Mais en fait, en réfléchissant comme ça, la grosse différence avec Carcassonne, c'est qu'avec Carcassonne, tu peux embêter l'autre soit en grandissant sa ville, soit en essayant de la bloquer pour pouvoir la prendre à sa place. Mais ça, tu peux tout. Tandis qu'ici, tu peux bloquer l'autre en mettant des montagnes ou des glaciers. Tu peux essayer de te mettre toi stratégiquement pour pouvoir être plus rapide après et lui piquer la place. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup plus de possibilités pour interagir. Oui, et puis il y a moins d'aléatoires, parce qu'on choisit une tuile parmi 4 tuiles visibles. Donc en fait, on va choisir aussi des tuiles pour essayer de ne pas laisser trop d'opportunités à l'autre, puisqu'on voit
pertinemment comment l'autre souhaite se développer, on voit quelles sont les tuiles qui seraient utiles. Alors forcément, il y a de l'aléatoire aussi, mais c'est pas que ça. C'est clairement pour moi un Carcassonne qui aime mieux. Donc voilà pour Fjords. Gros coup de cœur. Ben, on arrive au top 1. Numéro 1. Ben, est-ce que c'est vraiment surprenant ? Oh bah alors voilà. Oh bah je m'y attendais pas, dis donc hein. Oh là là Oh mais qu'est-ce qu'il fait là, ce jeu ? Est-ce qu'il est vraiment si bien que ça ? Eh ben oui. Ouais. Je crois que... En fait, on n'a même pas besoin de présenter la vidéo, d'en parler, parce que tout le monde le connaît. Ouais. Surtout, on avait peur au début à cause de la hype, parce que souvent, quand il y a un jeu qui est si hypé, au final, il est... Voilà. Ouais, c'est la déception, genre Dune Imperium. Pourquoi tu me sors Dune Imperium maintenant ? Parce qu'il y a de la hype et il y a encore de la hype et j'aime pas ce jeu, c'est tout. Mais Ark Nova, il y a eu de la hype, il y a eu de l'attente, il y a toujours de l'attente. Ah ouais, bah ça a été en rupture une première fois, c'est déjà en rupture une deuxième fois, donc... Il est tellement bien. En fait, ce qui m'a fait peur avec Ark Nova, c'est que tout le monde le comparait à un Terraforming Mars. Et Terraforming Mars, depuis qu'on a fait plein d'autres jeux après Terraforming Mars, eh ben je m'en lasse vraiment de ce jeu. Donc j'ai eu vraiment un gros coup de flip pour Ark Nova et au final, non. Ah bah non. Terraforming Mars, j'ai plus trop envie d'y jouer. Ark Nova, pour l'instant, bah c'est dommage parce que moi j'ai envie. Si quelqu'un veut jouer à Terraforming Mars avec moi, un petit message en bas. Donc c'est le premier jeu d'un auteur allemand qui s'appelle Matthias Wigge. Je pense que le mec sort de nulle part, il pond un truc comme ça, c'est bon, il a fait sa vie. Après, par contre, il fait plus aucun jeu parce qu'il a peur de... Voilà. Moi, si j'étais lui, je ferais plus de jeux. Ark Nova, donc ça se joue de 1 à 4. Il y a un mode solo que j'ai pas trouvé incroyable, par contre. C'est sympa, mais voilà, sans plus, c'est clairement mieux à plus. Ça joue, ils le mettent 90 à 150 minutes, minimum, ouais. À 2, on a fait pour le moment 2 parties. Alors c'est vrai qu'on prend notre temps à 2 parce qu'on aime bien réfléchir. Et comme on est 2, ça reste assez fluide. Je pense qu'on a fait 2 heures. Oui. Parce que c'est satisfaisant de réfléchir un peu à tout, machin, un truc muche. Et puis. Il n'y a pas de pression. Voilà. En fait, c'est souvent quand on parle des jeux 2 heures, 2 heures et demie de jeu, ça fait peur. Mm-hmm. Ark Nova, tu vois même pas le temps passer. En fait. Oh, vraiment pas. Alors, ce qui est fou, c'est que c'est pas un jeu où il y a énormément d'interaction, mais par contre, quand l'autre joue, eh ben, toi, tu as tout le temps de réfléchir. Il y a tellement de choses à réfléchir. Clairement, quand c'est de nouveau ton tour, tu es là. Alors, c'est bon, tu vois même pas le temps passer, je fais ça, tac, 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 tour sur personne suivante, puis toi, tu es déjà en train de réfléchir à ton prochain tour ou à tes prochains tours, et puis tu vois pas le temps passer, en fait. Donc, c'est vraiment un jeu d'optimisation, on va construire son zoo, on va placer donc des enclos. Ces enclos, ils sont d'abord vides, et puis on va pouvoir jouer des cartes animaux. Il va falloir payer ces animaux, et on va pouvoir les mettre dans un enclos. On retourne donc l'enclos, et à partir de ce moment-là, l'enclos va pouvoir nous donner des ressources. De l'argent, je sais plus. Oui, de l'argent si il y a un kiosque qui se trouve à côté. En plus de ça, on va pouvoir augmenter la réputation de notre zoo, ainsi que comment c'est l'autre piste de conservation, je crois. Et plus on augmente donc notre réputation, plus on a d'argent à chaque tour. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, il y a un côté vraiment course, puisque les deux jauges, les deux pistes vont se rejoindre à un moment. Parfois, ce sera plus là, parfois, ce sera plus là, parfois, ce sera un peu au milieu. Et ce ne sera pas du tout au même endroit selon les gens. Sauf que dès que quelqu'un croise son pion... c'est là que ça déclenche la fin de partie. Exactement. On va en fait ensuite compter des points par rapport aux cases qu'il y a entre chaque pion après le dépassement. Puisque si les deux pions ne se sont pas dépassés, eh ben... c'est des points négatifs. Exactement. Et c'est là le côté course aussi qui est hyper intéressant, c'est qu'au début, on avance très lentement, on se dit, bon, ça va, j'ai encore le temps, et tout d'un coup... il y a une des deux pistes, ou même les deux pistes qui vont hyper vite chez quelqu'un, ou chez tout le monde, et on doit rattraper. On sait très bien qu'on a encore peu de temps, et donc il va falloir y aller. Donc ça, c'est la première chose que j'ai trouvée hyper intéressante. Alors, c'est comme mécanique, comme système, aussi le comptage de points, hein, parce qu'on a l'habitude sur ces genres de jeux à compter des points, à dépasser 200, 300 points. Ouais. Là, les points, ça se joue à 5, 6, 7, une dizaine. Voilà. Ouais, il y a peu de points de différence entre les personnes. Ouais. Et puis c'est vrai que... je crois qu'on avait fait autour des 20-30 points. C'est possible. La toute première partie, j'ai plus en tête. Mais du coup, je sais pas jusqu'à combien de points tu pourrais aller. Tu gagnes bien sûr des points aussi grâce à des cartes autres qui vont te donner des points en fin de partie. Les objectifs. Oui. Et du coup, ça va te donner un peu de points, mais ça va pas être non plus la salade de points. Non. Et l'autre chose que j'adore,
c'est la mécanique de sélection des actions. T'as que 5 actions, et avec ça, Tu fais tout le jeu. ouais. Ce que j'adore aussi, c'est qu'en fait, à son tour de jeu, on sélectionne simplement une action. Et donc, comme je disais, il y a 5 actions qui sont posées donc, de gauche à droite. Gauche étant la valeur 1, donc la valeur la plus faible, et à droite étant la valeur 5, la valeur la plus haute. Quand on sélectionne son action, on fait l'action par rapport à sa valeur, et ensuite on la met tout à gauche, et on pousse tout à droite les autres cartes. Donc on va toujours aussi avoir un côté timing extrêmement important, puisque on aurait envie de faire plusieurs fois d'affilée la même action parfois, mais comme elle devient très faible, elle n'est pas du tout intéressante parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc on va devoir temporiser en faisant d'autres actions pour pouvoir la faire remonter. Sauf que lorsqu'on fait d'autres actions, parfois il y aura également la pause qui va augmenter, et dès qu'on fait la pause, il va y avoir des choses qui vont se passer. Donc il va falloir aussi temporiser pour se dire, tiens, je sens que la pause va arriver dans 1 ou 2 tours, il faut que je m'y prépare aussi. Je pense que ce jeu amène... Est-ce qu'on peut parler de mécanique, en tout cas de système de gestion du jeu on n'a jamais vu ou on a peu vu sur d'autres jeux. Ouais. Et c'est vraiment constamment du timing, tous les niveaux, sur le déclenchement de fin de partie, sur la sélection des actions et sur la gestion de la pause. C'est fabuleux. Ouais. Donc voilà, grand coup de cœur pour Ark Nova. Mm-hmm. On a fait plusieurs parties au tout début. Maintenant, ça fait un moment qu'il prend un petit peu de poussière parce qu'il y a trop de sorties. Ouais. Mais encore une fois, c'est un jeu, j'ai envie de jouer. Oui. Et on l'a fait que à 2. Pas très envie de le faire à plus en fait. Parce que, comme on disait tout à l'heure, à 2, au moins on a le temps de réfléchir, c'est assez fluide. Ouais. À plus, le jeu risque de trop ralentir et puis du coup, on va essayer d'être un peu plus serré sur nos actions. Ouais, je sais pas. Comme il n'y a pas trop d'interaction, un peu comme Golem en fait, c'est vraiment idéal à 2. Même si Golem, il y a un tout petit peu plus d'interaction sur 2-3 points peut-être, notamment sur la sélection des billes et autres. Ouais. Là, les interactions, à part voler... C'est sur la carte de la rivière. Ouais, la rivière de cartes uniquement. La carte de la rivière. La rivière de cartes. Et encore, parce que seulement comment t'avances en fait dans la piste de la rivière, tu peux pas avoir accès à toutes les cartes. Donc tu sais très bien que si toi t'es plus avancé que les autres, t'as pas trop de risques. Mais par contre, même s'il y a peu d'interaction, le côté cérébral est tellement présent, le côté développement est tellement bien fait, le côté... il y a quand même 2-3 petites combos à faire, est tellement bien. Il y a eu beaucoup de discussions par rapport aux photos des cartes. Oui, la boîte de jeu ne va pas. Ouais, la boîte de jeu ne va pas, c'est vrai. De loin comme ça, c'est assez mignon. Quand on regarde en détail, c'est vraiment pas beau. Il y a des incrustations dégueulasses à gauche, à droite. Mais en plus, je comprends pas la main, parce que là, on voit pas, il y a une main virtuelle. Ouais, c'est vrai, on voit un petit peu le tracé là, il y a une main qui tient... Il faudrait une explication par rapport à la boîte. Ouais. Non, je disais, il y a eu une grande discussion par rapport aux cartes, parce que Terraforming Mars, c'était des dessins, des images aléatoires piochées sur Google. Ouais, il n'y avait aucune cohérence visuelle en fait. Voilà. Ici, il y a une cohérence, c'est quand même des photos qui viennent d'Internet. Hein. Oui. Mais au moins, ça respecte la thématique, c'est cohérent, les animaux, c'est des animaux, des vrais animaux, ça montre quelque chose d'intéressant. Ouais, c'est ça, puis c'est que des photos en fait. Voilà. Il y a 2 ou 3 photos qu'on pourrait changer, mais sur tout le paquet de cartes, parce qu'il y a beaucoup de cartes, ça va. Oui. Les seules images sont sur les cartes actions en fait. Là, on a vraiment des dessins. Enfin, des seules images, ça va bien moi. Les seuls dessins sont sur les cartes actions. Sinon, je crois que c'est que des photos. Peut-être à 1 ou 2 exceptions près. Mais ça reste au moins, il y a une cohérence visuelle tout au long du jeu. Je comprends pourquoi est-ce que les gens auraient préféré éventuellement des dessins d'artistes, mais les photos sont suffisamment jolies, puis ça représente suffisamment bien la nature, c'est agréable à regarder. On découvre plein de choses. Voilà. L'iconographie est beaucoup mieux faite aussi, je trouve, que dans Terraforming Mars. Voilà. Je valide à 100% ce jeu, il y a très peu de défauts. À part éventuellement les plateaux joueurs qui auraient pu être un peu plus rigides. Très bien. C'était Ark Nova. Et donc, voilà pour ce top 5 de... Ton top 5, partagé par moi. Ouais, c'est ça. Et validé. Hein. Presque. Presque. Sauf Whistle Mountain. Oui, donc c'est un top 5 personnel de ces 6 premiers mois. Donc les autres top 5, c'est aussi personnel, bien évidemment, mais ils ont des thématiques un peu plus précises. J'aurais pu faire un top 5 des jeux costauds, sauf qu'en fait, il y en a déjà tellement dans mon top 5 personnel, je me suis dit, ça vaut pas la peine, parce qu'il n'y en a pas tant que ça qui sont sortis depuis ce début d'année, qui m'ont marqué. Par contre, dans les autres catégories, oui. Et puis même si ce ne sont pas des jeux qui me parlent personnellement, notamment les jeux enfants ou les jeux tout public, je me suis dit que c'est quand même intéressant de faire ces vidéos, parce que ça met en avant des jeux qui
qui méritent vraiment d'être mis en avant. Qui risque d'être un petit peu noyé aussi par l'avalanche de sorties. Ouais. Et on voit, il y a des jeux qui, personnellement, m'ont marqué, qui sont justement complètement noyés. On pense notamment à Whistle Mountain, à Fjords. Fjords, il est passé complètement sous les radars, et pourtant il a eu un KS Kickstarter vraiment assez gros succès, je me souviens plus combien, mais c'était pas ridicule. Les jeux enfants, pareil, je pense à Chaudron Magique, qui a, je vais pas trop spoiler, mais voilà, qui sort d'un petit éditeur, mais ouais. Allez regarder les autres vidéos, parce que je pense qu'il y a 2-3 jeux qui pourraient vous étonner, parce que peut-être vous en avez jamais entendu parler, ou alors vous avez envie d'idées de nouveaux jeux dans une catégorie spécifique. Eh ben ouais, allez regarder les autres tops de ces 6 premiers mois, parce qu'il y a des jolies pépites. Et est-ce que vous voulez un top particulier ? Ouais, pourquoi pas. Écrivez-le dans les commentaires, on va faire un top. Ouais, si vous avez envie de découvrir, si vous avez vous manquez d'inspiration sur une catégorie de jeu en particulier, on peut faire un top de tous les temps de cette catégorie de jeu-là pour vous inspirer. Ça peut être intéressant effectivement d'avoir une vision, puis peut-être que je me lance peut-être un peu des fleurs, mais vu que en général, j'aime pas trop la hype, peut-être que je sortirais des jeux un peu de derrière les fagots. Ark Nova exclu, bien sûr. Parce que là, la hype, elle était vraiment haute. Pareil pour Mille et Fiori. Mais il le mérite amplement. C'est vrai que j'ai tendance à toujours remettre en question les hypes. Donc, je suis toujours très critique quand les hypes sont très élevés. Notamment sur Dune Imperium, où j'attendais énormément. Ouais, je reviens dessus encore. Et ça a été un flop total pour moi. Le top flop qu'on a fait, les jeux pas top de ces 6 premiers mois, il y a pas mal de jeux qui ont eu de la hype en fait. Donc pareil, c'est vraiment à contre-courant à ce niveau-là. Non pas que ce sont des mauvais jeux, mais pour moi ça a été un peu, ça fait l'effet d'un pétard mouillé quoi. Allez regarder les autres vidéos et puis effectivement, si vous avez en commentaire des idées de top, on vous les fait très volontiers. Du coup, n'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo et à la liker, ça nous fera très plaisir. Et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Voilà. Ça va nous aider à se faire voir aussi par plus de monde. Oui, parce que alors il y a un flot de choses qui sortent au niveau jeu de société, mais alors le flot de vidéos qui sortent et de trucs YouTube du jeu de société aussi en ce moment, c'est au taquet. Ouais. Donc c'est difficile à percer, mais bon, on se fait plaisir, c'est le plus important. On s'amuse. Très bien. Donc, puis on se retrouve aussi sur les réseaux sociaux et en boutique. Donc, on vous dit à tout bientôt. Jouez à des jeux, prenez soin de vous. À plus. Bye bye.